qui est actuellement étudiant en deuxième année de maîtrise à l'Université de Laval sous la direction de M. Paul-André Dubois et dont les recherches actuelles portent sur la mobilité de la nation Penobscot dans le nord-est américain des 17e et 18e siècles. Et donc, sa séance d'aujourd'hui s'intitule « La région de Penobscot, l'enjeu des frontières en marge du commerce anglo-pénobscot ». Donc, je vous cède la parole. Donc, bonjour à tous. Comme il vient d'être dit, l'enjeu des frontières en marge du commerce anglo-pénobscot sera l'objet de cette présentation. En fait, il s'agit d'exposer les efforts diplomatiques et commerciaux déployés par la province de Massachusetts Bay au 18e siècle auprès de la nation Penobscot afin de sécuriser la frontière septentrionale de la Nouvelle-Angleterre. Cette frontière, justement, a été déposée sur un territoire dont les nations autochtones se considèrent souveraines et indépendantes, ce qui s'avère, durant la période coloniale, un espace frontalier également contesté par la Grande-Bretagne et la France. Donc, la présentation se divise en 3 parties. Donc, on va commencer avec un portrait de la période de la région du Penobscot et de ses occupants. Ensuite, une contextualisation de la contestation du territoire faisant l'objet de la communication. Et, en terminant, une présentation des politiques commerciales des Anglais auprès des Penobscot au 18e siècle. Donc, d'abord, le fleuve Penobscot est le plus important bassin hydrographique dans l'État du Maine. Ses principaux affluents sont les rivières Piscataquis, Kenduskeag et Mattawamkeag. Celles-ci communiquent profondément à l'intérieur de la péninsule maritime, qui, la péninsule maritime représente environ de la rivière Chaudière jusqu'à la péninsule gaspésienne et ensuite la partie du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Donc, les 3 rivières que je viens de citer pénètrent très à l'intérieur de ce territoire-là. Et comme on peut l'observer notamment avec les traces archéologiques et les sources historiques. De plus, sur les rives du fleuve Penobscot, on retrouve des terres très fertiles également et aussi peuplées de pins et de chênes qui sont des éléments propices à l'établissement de villages par les peuples algonquiens de l'Est. Les premiers observateurs européens ont donc rapporté l'existence d'un réseau de sentiers qui menait à des portages qui connectent le fleuve Penobscot à plusieurs bassins hydrographiques dans le nord-est américain. On peut penser à la rivière Kennebec, au fleuve Saint-Jean, mais également aux rivières Chaudière, Saint-François et Bécancour. Donc, les Européens côtoient un peuple autochtone qu'on appelle Penobscot, qui provient d'une tradition anglaise, donc qui les a appelés comme ça au milieu des années 1600. Donc, il s'agit d'une population rattachée aux Algonquiens de l'Est et dont le mode de vie est semi-nomade. Semi-nomade, en fait, ça implique d'avoir plusieurs déplacements saisonniers ainsi que des rassemblements à l'été et à l'automne dans des villages semi-permanents près des cours d'eau. Mais dans le cas des Penobscot, l'hiver, c'était l'occasion de se rassembler en petits groupes pour ensuite aller chasser dans les forêts. Durant la période coloniale, la nation Penobscot participe à ce qu'on appelle la Confédération Wabanaki. Donc, c'est une alliance des Autochtones de l'Est afin de contrecarrer les incursions anglo-iroquoises sur leur territoire, mais dans toute la péninsule maritime. Dans le cadre de cette alliance, la nation Penobscot est justement régulièrement associée aux Abénakis. Nonobstant leur statut au sein de la Confédération Wabanaki, les Penobscot cherchent d'abord à satisfaire leurs intérêts. D'ailleurs, puisqu'ils sont conscients que leur territoire est à proximité de la Nouvelle-Angleterre, les Sagamores, ou chefs Penobscot, ont tendance à valoriser la paix, la neutralité et la diplomatie au 18e siècle. Pour sa part, l'enjeu des frontières découle en partie de l'octroi au 17e siècle des premières chartes territoriales. À cette occasion, la France s'arroge des droits entre les 40e et 46e degrés de latitude, tandis que l'Angleterre fait de même entre les 34e et 45e degrés. Donc, pour simplifier, les 2 nations s'arrogent des droits entre la Floride et le golfe Saint-Laurent, donc sur toute la côte Est à ce moment-là. On observe donc, quand on compare les droits, une superposition des concessions entre les 40e et 45e degrés de latitude, qui engendre des tensions qui sont elles-mêmes accentuées par l'abondance du poisson et des fourrures en Acadie. La limite sud de l'Acadie devient dans ce contexte un enjeu stratégique et commercial, surtout après la ratification du traité de Breda en 1667. La région sera donc le théâtre de plusieurs conflits entre 1675 et 1760,
des conflits faisant partie de la rivalité franco-anglaise, comme des conflits où on voit seulement des Autochtones affronter les colons anglais. Dans le cas de la nation Penobscot, elle va particulièrement se démarquer à la suite de la guerre anglo-wabanaki de 1721 à 1725, qui est un affrontement donc unilatéral entre les Autochtones de l'Est et les Anglais. De même, après 1713, la Grande-Bretagne se voit accorder plusieurs gains dans la péninsule maritime, en vertu de l'article 12 du traité d'Utrecht, qui stipule que l'Acadie, et je cite, « en son entier, conformément à ses anciennes limites, lui est cédée, formant à ce moment-là la Nouvelle-Écosse. » L'Acadie continentale, aujourd'hui le Nouveau-Brunswick, l'île du Cap-Breton et l'île Saint-Jean, exactement l'île Saint-Jean, aujourd'hui l'île du Prince-Édouard, demeurent des territoires contestés à ce moment-là. Pour sa part, la région du Penobscot, dans le Maine, passe sous l'influence de la Grande-Bretagne, qui entreprend après 1713 la construction de divers forts dans les vallées de la Kennebec et du Penobscot. La question de la délimitation des frontières n'est pas résolue malgré le traité d'Utrecht, puisque les villages Abénaquis et Penobscot, notamment en Acadie continentale, représentent des points d'influence qui, sous la gestion des Jésuites et de l'abbé Thury, donc des intermédiaires entre les autorités coloniales et les Autochtones, deviennent des appuis aux prétentions permettent plutôt d'avoir des appuis aux prétentions territoriales de la France. Donc, comme on peut l'observer, les échanges entre nations près de la vallée du Penobscot s'inscrivent dans une dynamique coloniale où la définition des frontières demeure confuse. Les débuts du commerce dans la région du Penobscot n'y font pas exception, alors que le fleuve Penobscot est occupé à tour de rôle par des postes de traite anglais et français entre 1613 et 1674. La situation se stabilise après 1670, lorsque le jeune Jean-Vincent d'Abadie, futur baron de Saint-Castin, installe un village franco-abénaki du nom de Pentagouet, près de la ville actuelle de Castine, où transitent les fourrures de l'Acadie et les présents français destinés à contrer le commerce anglo-abénaki. Ce village devient rapidement un comptoir commercial d'importance et un rival pour les marchands de Boston. Durant 30 ans, soit de 1670 à 1701, Jean-Vincent d'Abadie Saint-Castin construit de solides relations commerciales avec les Penobscot et les Autochtones de l'Est. Selon un observateur local nommé Thibierge, agent de l'Acadia Trading Company, les Autochtones de l'Est pouvaient acheminer annuellement la valeur de 80 000 livres de fourrure à Pentagouet. Les relations commerciales, sinon, entre les Penobscot et les Anglais existent, et en partie à cause de Jean-Vincent d'Abadie, justement, qui entretient lui-même différents liens commerciaux avec les Anglais durant le 17e siècle. De sorte, lors du départ du baron de Saint-Castin pour la France en 1701, les Penobscot vont poursuivre leurs échanges avec les Anglais. Les causes sont d'abord la qualité supérieure des produits anglais comparativement à ceux des Français. Ensuite, on a les prix avantageux offerts par les Anglais contre les fourrures des Penobscot. Et finalement, la facilité d'accès pour se rendre à Boston comparativement à Québec, puisqu'on parle de 3-4 jours de déplacement pour se rendre à Boston, alors que pour se rendre à Québec, on doit faire plusieurs portages, ce qui nécessite environ 8 à 10 jours de déplacement. À cet égard, les liens commerciaux anglo-autochtones dans la péninsule maritime sont relativement similaires jusqu'à la conclusion de la guerre anglo-wabanaki en 1725. Toutefois, après 1725, la province de Massachusetts Bay, qui est la principale rivale de la Nouvelle-France sur la côte est américaine, met en place une politique de conciliation qui comprend différents avantages commerciaux ainsi que des conférences officielles entre les gouverneurs et les chefs Penobscot. Cette politique de conciliation-là est favorable pour l'ensemble des Autochtones de l'Est, mais on vise plus particulièrement les Penobscot. Et justement, la position de la nation Penobscot s'explique par le fait que les conflits incessants au nord de la Nouvelle-Angleterre ont causé le déplacement de plusieurs villages de la défunte Confédération Wabanaki. On pense notamment au village de Narantswak, qui était sur la rivière Kennebec, qui était un important village. Et donc, ces villages vont se déplacer vers le Canada, vers la mission de Saint-François et la mission de Bécancour notamment, ce qui favorise la colonisation anglaise au sud du fleuve Penobscot. Dans ce contexte, les Penobscot qui demeurent présents sur leur territoire malgré les nombreux conflits sont considérés par les dirigeants coloniaux anglais comme la nation la plus influente dans la région. On parle en 1726 d'environ 650 individus qui habitent la vallée du Penobscot. Également, la province de Massachusetts Bay cherche donc à utiliser l'ascendant de la nation Penobscot sur les différents villages autochtones de la péninsule maritime et de la rive sud du Canada,
afin d'assurer une certaine stabilité au nord de sa frontière. Pareillement, pour s'assurer du support des Penobscot, les gouverneurs de Massachusetts Bay seront prompts, dans l'esprit de leur politique de conciliation, à accorder plusieurs concessions commerciales et conférences officielles, comme je le mentionnais, entre 1730 et 1759 aux Penobscot et à leurs sagamores. Donc, pour expliquer un peu la politique de conciliation des Anglais, ça comprend notamment la création de 2 comptoirs commerciaux au fort Richmond et Saint-Georges sur les rivières Kennebec et Saint-Georges. Ces forts ont comme objectif ultime d'éloigner les Autochtones de l'Est des Français. Par contre, ces comptoirs sont parfois trop éloignés, je veux dire, des populations autochtones. C'est le cas des Penobscot qui, déjà en 1701-1702, demandaient la construction d'un comptoir commercial au sud de leur territoire, donc à Pemaquid, qui est aujourd'hui la ville de Bristol, pour s'assurer d'avoir des fournitures diversifiées de qualité, car leur point de ravitaillement à l'époque était à Casco Bay, aujourd'hui Parkland, donc on jugeait trop loin ce point de ravitaillement. Et surtout, comme c'est au sud de la rivière Kennebec, eh bien, tous les Abénaquis de la rivière Kennebec passaient avant les Penobscot, et donc on se retrouvait souvent avec des fournitures avariées ou en manque de quantité, en rupture de stock, comme on dit. Pour sa part, après la guerre anglo-abenaki, le sagamore Penobscot Winanguinit va aussi demander le déplacement d'un comptoir commercial. Cette fois, ça concerne celui du fort Saint-Georges, dans la mesure où le fort était situé à l'intérieur de la rivière Saint-Georges. Et donc, lorsque l'hiver arrivait, les Penobscot ne pouvaient pas s'y rendre puisque l'eau était gelée et donc on était pris à ce moment-là. Autrement, les gouverneurs sont également attentifs aux plaintes sur les prix des fournitures. Donc, de la sorte, Boston est avisé en décembre 1727 et en 1736 que les Penobscot déplorent la fluctuation de la valeur du castor et l'écart des prix entre les comptoirs des forts Richmond et Saint-Georges. De même, Loron, qui est un autre sagamore Penobscot, lui favorable au maintien de la paix avec les Anglais, va reprocher les changements de prix malgré les promesses des gouverneurs. Et donc, ça va mener, après maintes essais, les gouverneurs à créer des listes de prix qui vont être ensuite installés dans les comptoirs commerciaux pour que les Penobscot puissent savoir la valeur des fournitures, puisque donc entre les comptoirs et Boston, souvent les prix pouvaient varier. Et sinon, un autre ennui qu'on retrouve concernant les échanges commerciaux anglo-Penobscot, c'est la relation avec les gérants des comptoirs commerciaux. Le cas le plus notable, ça se produit en 1738 et 1741, alors que la nation est confrontée à John Noyes, qui est le gérant du comptoir de Fort-Saint-Georges, qui, lui, va refuser les fourrures des Penobscot, en plus de leur vendre des fournitures souvent datées, de mauvaise qualité, mais à des prix réguliers. Donc, les Penobscot vont aller se plaindre auprès des gouverneurs, qui vont à ce moment-là ordonner à Noyes de traiter adéquatement les Penobscot, parce que derrière le commerce anglo-Penobscot, il y a 2 objectifs principaux qui sont la sécurité à la frontière, mais aussi le ralliement des Penobscot et de facto des Autochtones de l'Est à la province de Massachusetts Bay. Donc, en étant attentifs aux plaintes des Penobscot, les Anglais espèrent les détourner de l'influence des missionnaires jésuites pour ensuite les rallier aux intérêts de la couronne britannique. Concrètement, les gouverneurs de Massachusetts Bay souhaitent inverser le rôle des villages autochtones dans la région, car, étant alliés des Français, les villages Penobscot représentent un obstacle à la progression de la colonisation anglaise. Malheureusement pour le Massachusetts, le père Rochemontet nous rappelle, dans un texte produit au 19e siècle, que les Penobscot étaient bien en relation de commerce avec la colonie anglaise de Boston, mais qu'ils réservaient toute leur sympathie aux Français. Donc, jusqu'en 1744, la politique de conciliation mise en place par le Massachusetts voit les Autochtones de l'Est ne mener aucune attaque d'envergure contre les établissements frontaliers anglais. De même, la neutralité de la nation Penobscot assure leur pérennité sur leur territoire, alors qu'ils ont accès à des comptoirs commerciaux auxquels ils sont devenus dépendants. Pourtant, la situation change avec le déclenchement de la guerre du roi George, qui embrase la frontière depuis les Grands Lacs jusqu'à la région du Maine. À cette occasion, le Massachusetts déclare la guerre à l'ensemble des nations autochtones alliées aux Français, à l'exception des Penobscot, qui sont exemptés dans le cadre de la politique de conciliation. En retour, les guerriers de Boston, les guerriers de Boston sont, pas les guerriers de Boston, je veux dire les guerriers Penobscot,
doivent apporter leur aide à la Nouvelle-Angleterre en vertu du traité de Doumer, qui a été signé après la guerre anglo-abenaki. Pour les motiver, le Massachusetts envoie des présents au Penobscot, accorde des avantages commerciaux exclusifs et assure aussi la protection des femmes et des enfants Penobscot. Les guerriers vont refuser l'ultimatum des Anglais, ce qui va à ce moment-là automatiquement les entrer dans la guerre du roi George, qui va se régler en 1749 avec une paix et aussi la réouverture des forts Richmond et Saint-Georges et donc de leurs comptoirs commerciaux, puisqu'on les fermait durant la période, durant la guerre du côté des Anglais. Donc, aux yeux des Anglais, la neutralité des Penobscot est particulièrement importante, puisque c'est un gage que les Abénaquis du Canada ne vont pas emprunter le fleuve Penobscot comme tremplin vers la Nouvelle-Angleterre. Ainsi, pour être sûr de bien garder la neutralité des Penobscot, le gouverneur Shirley va choisir 2 officiers sensibles au maintien de la paix des Penobscot pour commander les forts Richmond et Saint-Georges et leurs comptoirs commerciaux. Et la correspondance échangée entre ces 3 hommes expose que les dignitaires Penobscot fréquentent régulièrement ces 2 forts, tant pour le commerce que pour renouveler les liens d'amitié avec la province de Massachusetts Bay. En 1754, on arrive à ce moment ici à la guerre de la Conquête. De nouveau, c'est un peu le même processus qui va se produire. Les Anglais vont faire un ultimatum aux Penobscot et les Penobscot vont plutôt rejoindre les Français. On retrouve notamment 36 guerriers Penobscot dans l'armée de Montcalm en 1757. Le fait que les Penobscot ne respectent pas l'entente de Doumer va particulièrement irriter le gouverneur Thomas Pownall, qui est le nouveau gouverneur de Massachusetts Bay de 1757 à 1760. Donc, lui, il va à ce moment-là aller mener une attaque dans la baie de Penobscot et construire le fort Pownall, qu'on peut voir sur la diapositive. Et ce fort, en fait, va permettre aux Anglais d'avoir le contrôle de la côte est américaine, puisque dans les années précédentes, les Anglais avaient construit des forts dans la vallée de la Kennebec, mais également avaient introduit des troupes près du fleuve Saint-Jean. Et donc, à ce moment-là, le fleuve Penobscot était la seule voie de communication qui permettait encore d'attaquer les Anglais au Massachusetts. Mais donc, en construisant le fort Pownall, on met fin à cette option. Et donc, pour les Penobscot, cela signifie la colonisation d'une première partie de leur territoire et la disparition de leur rôle de levier dans la région. La question des frontières connaît alors un premier dénouement significatif après 80 ans de conflit dans la région. Donc, cette communication souhaitait exposer les efforts diplomatiques et commerciaux que la province de Massachusetts Bay a déployés auprès de la nation Penobscot dans le but d'assurer la sécurité de ses établissements dans le cadre de la guerre, de la rivalité plutôt anglo- et française sur le continent nord-américain. On a observé que le commerce a favorisé un rapprochement entre le Massachusetts et les Penobscot malgré leur situation antagoniste. Et dans cette optique, la politique de conciliation du Massachusetts, élaborée après 1725, a tenté de maintenir la neutralité de la nation Penobscot par l'entremise d'avantages commerciaux exclusifs et d'instrumentaliser leur influence auprès des Autochtones de la péninsule maritime et du Canada. Cette politique de conciliation n'est pas parvenue, comme on vient de le voir, à dissuader les Penobscot de participer à la guerre du roi George et de la conquête. En définitive, cette communication a mis de l'avant 3 éléments. Le premier, la réalité poreuse et l'invisibilité des frontières coloniales, que l'historienne Jeffrey Lennox, dans Homelands and Empire, publié récemment en 2017, qualifie de territoire imaginaire sur une territorialité autochtone. Deuxièmement, la coexistence des Français, des Anglais et des Premières Nations dans une zone frontalière ou un borderland, où les communautés autochtones ont l'opportunité de jouer un rôle de balance du pouvoir dans la rivalité anglo-française. Et troisièmement, que malgré les tentatives des autorités coloniales françaises et anglaises pour s'entendre sur la limitation des frontières, les régions en marge des centres coloniaux, à l'exemple de la vallée du Penobscot, seront, du moins jusqu'à la fin du régime français, des territoires instables et occupés par des populations autochtones auxquelles les autorités coloniales cherchent à tirer profit d'un point de vue géopolitique. Merci. Donc, merci beaucoup, M. Plourde.